Si tu es investisseur et si en plus de ça tu t'intéresses au Bitcoin et aux crypto-monnaies de manière générale, tu as certainement déjà entendu parler du fait que la société BlackRock, le plus grand fonds d'investissement mondial, avait fait une demande de création d'un ETF spot Bitcoin. Dans cette vidéo aujourd'hui, on est là pour décortiquer tout ça, pour comprendre ce que ça veut dire pour le Bitcoin, mais aussi pour comprendre ce que ça veut dire pour toute la cryptosphère et surtout si on s'y place en tant qu'investisseur. Salut, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme, la chaîne où on met en perspective tous les sujets qui touchent de près ou de loin aux finances personnelles et à l'investissement. Comme je le disais à l'instant, aujourd'hui on va discuter des ETF Bitcoin Spot. C'est pas un sujet qui est nouveau, il y a déjà eu plusieurs demandes qui ont été faites aux États-Unis pour avoir des ETF Bitcoin Spot. Pour autant, jusqu'à aujourd'hui, chacune de ces demandes a été refusée par la SEC, le gendarme de la bourse américaine. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi c'est tellement significatif que ce soit spécifiquement la société BlackRock qui fasse cette demande de création d'un ETF Bitcoin Spot, ne serait-ce que par rapport à la force de frappe que BlackRock a sur l'intégralité des marchés financiers mondiaux. Comme d'habitude, mes vidéos se construisent les unes sur les autres, donc il y a quelques notions qu'on va aborder ensemble qu'on a déjà vues dans les précédentes vidéos. Je vais te mettre les liens des quelques vidéos qu'il faut avoir vues pour bien comprendre ce qui va suivre dans la description, comme ça si ce n'est pas encore fait, tu pourras aller les regarder. Sans plus tarder et pour rentrer dans le vif du sujet, je te propose de basculer sur mon écran. On va déjà commencer par s'intéresser à BlackRock en soi. BlackRock n'est rien d'autre qu'un fonds d'investissement. Certes, c'est le plus grand fonds d'investissement au monde, mais sur le principe, son fonctionnement est relativement similaire aux autres. Les clients de BlackRock, ça peut être aussi bien des particuliers que des sociétés. Ces clients, ils ont des fonds et des capitaux qu'ils aimeraient faire travailler et ils vont déléguer cette tâche justement à BlackRock. Le métier fondamental maintenant de BlackRock, c'est justement de prendre cet argent-là des clients et de le placer pour le faire fructifier. Ces placements, ils vont générer un certain rendement qui est reversé aux clients. Mais par contre, évidemment, BlackRock ne travaille pas pour rien et BlackRock se rémunère en prenant un pourcentage de commission. C'est un schéma qui est vraiment très simplifié, mais sur le fond, c'est vraiment comme ça que fonctionne n'importe quel fonds d'investissement. Des fonds d'investissement, il en existe énormément, mais là où BlackRock diffère peut-être un peu, c'est que c'est vraiment le plus grand fonds d'investissement au monde. Parfois, on a un peu de mal à comprendre à quel point BlackRock est un mastodonte et quelle est la force de frappe qu'il a, ne serait-ce que par rapport à sa taille. Justement, pour comprendre un tout petit peu l'envergure de la société BlackRock, on va essayer de la placer dans un contexte pour la comparer à d'autres entités sur le marché. Commençons donc par un petit chiffre qui décrit assez bien BlackRock. BlackRock a environ 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Les actifs sous gestion, on appelle ça en anglais aussi les AUM. Et AUM, ça veut dire Asset Under Management. 10 000 milliards, ça fait un chiffre tellement énorme que je vais t'écrire le chiffre entier avec tous les zéros. Donc ça, pour faire simple, c'est la valeur totale de l'argent qui appartient au client, mais qui est géré par BlackRock. Maintenant, comparons voir ce chiffre avec Apple, qui est certainement une société que tout le monde connaît bien. Apple, qui est la plus grande société au monde, a une capitalisation boursière de 3 000 milliards. Déjà, ne serait-ce que par rapport à ça, j'espère que ça te donne un ordre d'idée de la taille de BlackRock. BlackRock gère des capitaux qui équivalent à plus de 3 fois la capitalisation boursière de Apple. Maintenant, comparons ce chiffre avec le PIB de la France. Le PIB de la France, pour faire simple, c'est la somme de toutes les richesses qui sont créées au sein de la France pendant un an. Le PIB de la France s'élève lui aussi à quelque chose près à 3 000 milliards. Là aussi, mettons ça dans un contexte, le PIB de la France équivaut à la capitalisation boursière d'une seule société, à savoir Apple. Certes, c'est la plus grande société au monde, mais quand même. Là aussi, BlackRock gère plus de 3 fois l'équivalent du PIB de la France. Maintenant, mettons ici en perspective le marché des crypto-monnaies. Au jour où je fais cette vidéo, à savoir le 24 juillet 2023, la totalité du marché crypto représente à peu près 1150 milliards. Quand je parle du total crypto, je parle vraiment de la somme de la valeur de toutes les crypto-monnaies qui existent. Je parle aussi bien du Bitcoin que de l'Ether que tous les autres. 1150 milliards de dollars, ça représente l'intégralité de la valeur de la cryptosphère aujourd'hui. Et maintenant, si on prend uniquement le Bitcoin, la capitalisation de marché du Bitcoin représente à peu près 50% du total crypto, ce qui fait à peu près 575 milliards. Pour prendre un dernier point de comparaison, on va prendre l'or. Aujourd'hui, la valeur totale de l'or métallique en circulation représente à peu près 12 500 milliards. J'ai fait le choix ici de rajouter l'or comme point de comparaison, parce que justement, dans une précédente vidéo, j'expliquais pourquoi on disait que le Bitcoin était considéré comme de l'or digital. Ne serait-ce que par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant de comparer ces deux chiffres-là pour se poser la question s'il n'y a pas un des deux chiffres qui a encore du potentiel de croissance par rapport à l'autre. Pour la petite histoire, et je pense que ça a toute son importance, justement, il y a Larry Fink, qui est le CEO de BlackRock, il a justement déclaré que lui aussi, il considérait à présent que le Bitcoin était de l'or digital.
J'aimerais juste faire une petite parenthèse maintenant parce que j'ai récemment eu une discussion super intéressante avec quelqu'un qui me disait qu'il était fermement convaincu qu'il était aujourd'hui trop tard d'investir dans le Bitcoin. Attention, je le dis et je le redis, sur cette chaîne, il n'y a aucun conseil en investissement. La thèse de la personne avec qui je discutais, c'était de dire que le Bitcoin avait fait une telle performance dans les années précédentes qu'il était absolument impossible maintenant de continuer à faire de la croissance. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il a tort ou qu'il a raison. Encore une fois, il n'y a aucun conseil en investissement. Mais par contre, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il suffit de regarder dans l'absolu uniquement la croissance dans les années précédentes du Bitcoin, ou est-ce qu'il faut aussi mettre ça dans un contexte pour regarder la capitalisation de marché du Bitcoin? On n'est même pas encore rentré dans les discussions autour de l'ETF Bitcoin Spot, mais ne serait-ce qu'en regardant les quelques chiffres qu'on vient de voir à l'instant, maintenant déjà pose-toi la question, est-ce que toi tu penses qu'il est aujourd'hui déjà trop tard pour investir dans le Bitcoin ou pas? Prenons maintenant un peu de temps pour discuter de BlackRock et des ETF. J'en parlais tout à l'heure, BlackRock place l'argent de ses clients. Évidemment, BlackRock a un portefeuille d'investissement qui est relativement diversifié, mais il y a quand même une grande partie qui est représentée par des actions. Les actions, ça peut vraiment être tout type d'actions. Ça peut être des actions d'Apple, de Microsoft, d'Amazon, peu importe. BlackRock détient donc énormément d'actions au nom de ses clients, et avec certaines de ces actions, BlackRock en a fait des ETF. On a parlé du fonctionnement des ETF dans une vidéo précédente, et comme tu le sais, tu as le lien dans la description. Si toi tu as un PEA et que tu achètes des ETF avec intitulé iShares, eh ben, tu détiens un ETF qui est directement géré par BlackRock. En d'autres termes, toi tu as acheté un ETF, mais derrière cet ETF se cachent plusieurs actions de différentes sociétés, et donc c'est BlackRock qui détient ces actions et qui en a fait des ETF pour que toi tu puisses acheter l'ETF. Je ne vais pas te refaire ici les explications par rapport aux avantages des ETF. On parlait notamment de la simplicité et de la diversification, mais je te laisserai aller voir la vidéo à ce sujet. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que depuis que BlackRock a été créé, ils ont fait 576 demandes d'ETF. Sur les 576 demandes d'ETF, 575 ont été acceptées. C'est quand même un score qui est assez dingue parce qu'en gros, quand BlackRock fait la demande d'un ETF, en règle générale, cette demande est acceptée. Essaye de bien garder ça en tête pour ce qui va suivre. Prenons maintenant un petit peu de recul. Quand tu es investisseur, tu vas forcément choisir une stratégie en fonction de ton profil, de tes objectifs, mais aussi de ton capital. Il est évident que tu ne vas pas gérer un capital de 1000 euros comme tu vas gérer un capital de 100 millions d'euros. Ça n'a rien à voir dans la gestion. Maintenant, si tu prends l'exemple de quelqu'un qui est très fortuné et qui a des capitaux de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars, on comprend assez facilement qu'ils sont un petit peu frileux peut-être par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin, on en a parlé récemment ensemble, c'est quelque chose qui est très très volatile. Il y a aussi quelques incertitudes par rapport à l'image de Bitcoin. On ne sait pas trop comment ça va se passer au niveau de la régulation. En plus de ça, il faut le dire, si tu veux toi-même détenir tes propres Bitcoins sans passer par un autre intermédiaire qui n'est pas régulé, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours intuitif. Et donc, ne serait-ce que par rapport à ces quelques aspects-là, j'arrive à comprendre que les grosses fortunes sont encore un petit peu frileuses par rapport à l'investissement dans le Bitcoin. Et là, maintenant, d'un coup, dans ce contexte d'incertitude pour les gros portefeuilles, qu'est-ce qui se passe? Il y a BlackRock qui entre en jeu. BlackRock, encore une fois, qui est le plus gros fonds d'investissement au monde, qui gère les plus grosses fortunes mondiales, qui commencent à s'intéresser au Bitcoin jusqu'à un point où ils veulent mettre en place un ETF Bitcoin. À ton avis, quel est le signal que ça envoie au marché, mais aussi à ces grosses fortunes? D'un coup d'un seul, qu'est-ce qui se passe? En quelque sorte, BlackRock fait la proposition à ses clients de gérer l'investissement en Bitcoin de A à Z. Donc c'est BlackRock maintenant qui prend la responsabilité de la sécurité du Bitcoin, mais aussi de gérer la volatilité. Si tu as maintenant une grosse fortune qui avait sur le principe envie de s'exposer au Bitcoin, mais qui n'avait pas du tout envie de gérer la volatilité, qui n'avait pas non plus envie de gérer la sécurité liée au Bitcoin, d'un coup tu as le plus grand fonds d'investissement au monde qui propose à ses clients de gérer ça de A à Z. Maintenant, ça c'est typiquement des questions que tu vas devoir te poser. Est-ce que tu penses que les investisseurs qui étaient auparavant un petit peu frileux, mais quand même intéressés par le Bitcoin, est-ce que le fait qu'ils aient la possibilité d'investir dans le Bitcoin via BlackRock, ça va changer quelque chose ou pas? De la même manière, tu vas devoir te poser la question, est-ce que le fait que BlackRock s'expose au Bitcoin, ça va changer quelque chose dans la perception de l'actif du Bitcoin en soi? Est-ce que tu penses que le fait que BlackRock s'expose au Bitcoin va augmenter la légitimité du Bitcoin en tant qu'actif ou pas? De manière beaucoup plus générale et presque tout bêtement, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu penses qu'un éventuel Bitcoin ETF spot par BlackRock va augmenter la désirabilité du Bitcoin et en d'autres termes aussi sa demande? Gardons aussi en tête qu'ici on ne parle pas de n'importe quel type d'ETF, mais on parle bien d'un ETF spot. Le mot spot a vraiment toute son importance. Tout à l'heure, je faisais le parallèle avec les actions en disant que quand toi tu achètes un ETF, il y a des actions que BlackRock a achetées, les a packagées en ETF et t'a vendues. En quelque sorte, quand toi tu détiens un ETF, tu détiens des parties de certaines actions.
Eh bien, avec l'ETF Bitcoin Spot, c'est pareil. Si tu as un client qui veut s'exposer au Bitcoin, il va acheter un ETF Bitcoin, mais derrière, BlackRock va devoir acheter du Bitcoin pour en faire un ETF. En d'autres termes, si tu as un gros client de BlackRock qui décide de vouloir acheter 100 millions de dollars de Bitcoin via l'ETF de BlackRock, eh bien BlackRock va devoir acheter 100 millions de dollars de Bitcoin. On l'a vu dans les précédentes vidéos, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. On a aussi vu dans une précédente vidéo que le prix de quelque chose dépendait de l'offre et de la demande. Faisons maintenant un scénario tout à fait théorique. Admettons l'ETF Bitcoin Spot, il est accepté, et derrière ça augmente la désirabilité du Bitcoin. Dans ce cas-là, tu auras une demande pour le Bitcoin grandissante, mais l'offre, elle resterait exactement la même qu'auparavant. Comme on l'a dit à l'instant, elle ne changera jamais, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Maintenant, pose-toi encore une fois la question, à ton avis, qu'est-ce que ce phénomène-là risque de faire sur le prix du Bitcoin? Histoire d'être complet dans la démarche, considérons maintenant aussi le scénario inverse et admettons que l'ETF Bitcoin Spot ne sera pas accepté. Rebelote, quelles sont à présent les questions à se poser? Est-ce que tu penses que l'ETF Bitcoin Spot ne sera jamais accepté, même dans le futur, ou est-ce que tu penses que c'est juste une question de temps? On l'a également vu dans une précédente vidéo, quand tu es investisseur, que tu investis dans un actif, tu fais souvent un pari sur le futur. Quand on parle du futur, il faut aussi considérer l'horizon de temps qu'on se donne. Si tu raisonnes sur le court terme, voire le très court terme, donc presque comme un trader, bah effectivement tes conclusions ne seront pas les mêmes que si tu te projettes sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que plus ton horizon de temps il est long terme, plus les questions que tu dois te poser sont générales. En d'autres termes, et comme on l'a dit à l'instant, est-ce que tu penses que même si l'ETF Bitcoin il est refusé, est-ce que tu penses que même les prochains ETF seront refusés également, ou est-ce que tu penses que tôt ou tard, il y en aura peut-être bien un qui finira par passer? Pour conclure, je vais te laisser avec 2 questions supplémentaires. La première question, c'est admettons que l'ETF Bitcoin Spot il soit accepté. À ton avis, qu'est-ce que ça va faire sur le reste du marché crypto? La deuxième et dernière question que j'aimerais que tu te poses aujourd'hui, et ça revient un petit peu à ce qu'on se disait en début de vidéo, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est trop tard pour investir dans le Bitcoin et dans la crypto, ou est-ce que tu penses, avec tout ce qu'on vient de voir, on est peut-être au début de quelque chose? Bref, voilà donc ce que je voulais voir aujourd'hui avec toi, mais maintenant ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton avis. Je sais qu'il y a énormément de points de vue et d'avis différents là-dessus, et ça m'intéresserait vraiment énormément d'avoir le tien en commentaire. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi, et à présent, comme d'habitude, tu connais la musique, un abonnement et un like, ça aide énormément la chaîne, et ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais. Encore merci de m'avoir accompagné, et je te dis à bientôt sur le Prisme.